L'histoire que vous allez voir, c'est comme une histoire d'amour. C'est aussi une histoire déchirante. Mais comme toutes les belles histoires d'amour, elle vous embarque pour aller au bout du monde, au bout de vous-même. Elle vous embarque pour partir découvrir et se sentir libre. L'horizon est la limite, et le vent est gratuit. Que ce soit en régate devant la marina, en croisière dans le fleuve ou ailleurs, c'est un peu toujours pour le même plaisir. Et ça, faut connaître sa monture, anticiper l'imprévisible. Mais comme l'océan est vaste, tout le monde peut entrer dans la danse. Il y en a qui recherchent des défis, d'autres de l'évasion sous les tropiques. Mais dans notre cas, c'est un convoyage de Rimouski jusqu'en Nouvelle-Écosse. Il y a beaucoup de Québécois qui ont ouvert la voie avant nous, mais leur sillage finit toujours par disparaître. Et je m'engage à vous en partager une partie de l'histoire moderne de la navigation à voile par des Québécois qui nous ont touchés par leurs aventures aux quatre coins du monde et qui continuent d'alimenter nos rêves. Il y a eu beaucoup de voyages dont on n'a jamais entendu parler parce qu'il faut faire un bouquin ou écrire dans les journaux ou faire un film pour qu'on parle de soi. Alors il y a des gens qui ont commencé à se promener dans les années 80, mais on ne les connaît pas nécessairement. Moi je pense que le premier à qui on doit penser c'est Réal Bouvier parce qu'en 1976 il part de la Chine-Québec, pour faire le passage du Nord-Ouest. En 1976 il n'y a vraiment pas grand monde dans la navigation de plaisance au Québec, il y a des idées aussi nordiques. Puis il le fait avec peu de moyens, assez rapidement. Fait que dès l'été 77, il repart du Groenland et il fait tout le passage du Nord-Ouest. Il passe à travers l'archipel arctique jusqu'à Tuktoyaktuk. Alors il aurait pu être le premier en fait, puisque la même année il rencontre le flamand Willy de Roos dans le passage. Et que là, s'il avait fait ça juste un an plus tôt, il aurait été devenu quelqu'un d'extrêmement célèbre. Mais on ne se rappelle jamais du deuxième. Donc, mais nous, au Québec, on s'en rappelle parce que c'est un gars de chez nous. Alors, Réal a vraiment, moi je pense que c'est la première expédition marquante dans le milieu de la plaisance, de l'exploration. Et puis ensuite, je pense que c'est Yves Gélinas, parce qu'en 1981, il part à un tour du monde sur un tout petit bateau, 30 pieds, c'est pas grand pour faire le tour du monde par les hautes latitudes. Puis il est pas mal plus préparé que Réal Bouvier, qui avait fait ça de façon un petit peu, je dirais pas improvisée, mais très rapide. C'est que Yves se prépare très bien, très méticuleusement, et puis il boucle sa boucle, même si ça prend un peu plus de temps que prévu, puis il fait un livre et un film, puis ça a eu beaucoup d'impact. Les gens, et c'était la première fois qu'un Québécois faisait le tour du monde à la voile. Yves Gélinas, il a allumé l'esprit de beaucoup de navigateurs. Il se dit, si lui peut le faire, ben moi je pourrais peut-être pas faire le tour du monde, mais traverser l'Atlantique, ça prend toujours quelqu'un qui commence. Puis quand c'est quelqu'un de ta communauté, ben, ça donne confiance. Alors, de la même façon que Bernard Moitessier en France a vraiment allumé beaucoup de gens avec son voyage autour du monde, Yves Gélinas a joué ce rôle ici. C'est important qu'il y ait quelqu'un du coin qui le fasse. Ça devient plus réel. Alors moi je pense que c'est sûr que, et en plus son bouquin et son livre étant excellent, il a très très bien communiqué son aventure. Moi je pense qu'il a fait rêver des gens, certainement suscité des vocations. Il n'y a pas de mesure scientifique de ça, mais c'est la perception que j'en ai. Ça y est, c'est parti pour nous.
Après quelques jours d'attente d'un vent favorable à Rimouski, on décide de partir quand même. La météo nous offrait un départ incertain avec des vents de face, donc on part au moteur. Mais les belles journées nous le font vite oublier. On s'arrête à Matane le premier soir, puis à Saint-Anne-des-Monts. Ensuite à Rivière-au-Nord, près de Gaspé. Mais le soleil laisse trop vite la place à un brouillard mur à mur, comme c'est souvent le cas sur le Saint-Laurent au printemps. On continue au radar en s'imaginant les montagnes de la Gaspésie, en contournant des pointes invisibles, des anses virtuelles. Mais au milieu de nulle part, des fois il arrive des coïncidences presque magiques. Une couple de baleines qui tourbillonnent devant notre étrave. C'est une danse, un jeu? Aucune idée. Mais juste le fait de voir ça surgir devant nous, on voit pas 200 mètres autour, c'est quelque chose d'incroyable. Ça en passe pas mal plus en dessous qu'on s'imagine, hein? On se console avec les baleines, à défaut de voir le rocher percé. Après les baleines, les oiseaux se mettent de la partie. Les fous de bassin nous font un spectacle de paresseux. On arrive sûrement juste après leur repas. Fait que trop plein, ils hésitent avant de décoller, ils relâchent des poissons. Ça aussi, c'est dur à croire. Mais on voit apparaître doucement le quai de l'Anse à Beaufils, près de Percé. Après 2 jours d'embrume, c'est à croire que nos instruments fonctionnent bien. On va s'arrêter ici pour attendre que les conditions météo soient meilleures. On veut attendre un vent d'ouest pour nous pousser vers les îles de la Madeleine. Ça nous donne l'occasion de réouvrir nos livres. Mais après, la première famille qui te vient à l'esprit, c'est la famille Maillot de Pas, dans les années 90, qui s'en va, qui fait un bouquin et qui a beaucoup de visibilité, de reconnaissance. Les bouquins sont bien écrits, c'est une aventure familiale. Alors ça a été un peu la famille vedette des années 90. Puis comme en fait dans la famille, il y avait aussi Damien qui devient un navigateur, qui fait en 2001 la Mini Transat. C'est pas la première fois qu'un Québécois fait la Mini Transat, mais il le fait très bien, il se prépare extrêmement bien, il construit son bateau ici. Alors ça a eu beaucoup de retentissement, puis ça a continué à faire rouler un peu la roue de la voile au Québec. Puis il y avait la famille aussi la famille Lavoie-Auberge, du bateau Balthazar, tu sais, qui aussi maintenant fait des conférences. Alors ils font partie de cette communauté de plaisanciers communicateurs qui ont permis de diffuser sur ce sujet-là. L'été dernier, quand on a fait de la voile sur la Vimeuse, ça faisait 5-6 ans que je n'avais pas fait de voile. Mais il y a quelque chose de vraiment fort là, qui revient à chaque fois que j'en fais. Le déclic avec la course au large, c'est à travers la lecture d'un livre d'Isabelle Autier qui venait de compléter un Vendée Globe. Donc ça m'a vraiment là, accroché. Puis des images de Jerry Rowe quand il a disparu justement. Je n'oublierai jamais, c'est des images des 60 pieds là, qui glissent sur l'eau du bateau super large. Puis je me rappelle que j'étais vraiment fasciné par ça. Un jour, je veux essayer de faire ça, de me retrouver sur un bateau. Puis à vrai dire, ça remonte même à plus loin que ça. Sur la Vimeuse, souvent, j'ai trouvé
qu'on n'avançait pas assez vite. Je voyais les bateaux nous dépasser. Je disais, OK, un jour, on va être sur un bateau plus performant. Je pense que Damien a fait tout un boulot parce que il a construit un très joli bateau de façon très professionnelle. Il a mené sa démarche de façon très cohérente, vraiment comme il faut. Il a été un excellent élève. Puis lui, il a généré des vocations dans le 650. Si aujourd'hui, il y a plusieurs 650 qui sont construits au Québec, il y a des gens qui ont envie de faire cette course ici. C'est certainement parce que moi, je suis convaincu qu'il y a eu une influence. C'est évident que Damien y est pour quelque chose. Toi, t'as appris à faire de la voile l'année passée, puis là, tu t'es rendu petit bord tout seul, pis tout? Non, c'est pas pareil qui part. C'est automatique. Toi, t'es le coéquipier. C'est ça! C'est lui qui dirige. Non, mais Sam m'en a appris beaucoup. J'ai lu des livres, tout ça. C'est sûr, les livres, je les ai lus avant même d'en faire pour la première fois. Je comprenais rien. Puis j'en ai refait une lecture après en avoir fait un peu, puis là, ça va mal plus à tout. Mais sinon, ouais, j'ai appris en faisant. On apprend, je pense. Hein. Puis c'est l'année passée que vous l'avez acheté? Ouais, au mois de juin, je crois. OK. C'est notre deuxième bateau. Ah ouais? On avait un plus petit avant, mais il allait très bien, sauf que dans la cabine, il fallait qu'on se mette à genoux. Ah, OK. Quelle grandeur il y avait, là? 22 pieds. Puis dans la cabine, tu vois, Sam, il fait quoi, 6 pieds 3, moi je fais 6 pieds 1. OK. Fait qu'on est tout le temps penché. OK. C'était pas très agréable pour le dos. Puis vous en faisiez où avant? Sur le lac Saint-Louis. OK. C'est un changement de milieu un peu. Ouais, c'est ça. C'est la première fois que vous venez dans le coin? C'est la première fois, oui. Ben, dans le coin, non, sauf que j'étais venu en Gaspésie précédemment, mais. Pas à voile. Je pense que c'est la première fois qu'il vient. Mais faire de la voile dans le golfe, c'est la première fois. Là. Ouais. C'est bien, à date, on n'a pas eu de tempête. Sam dort encore. Même avec le cellulaire, je sais pas, hein? Oh, ouais, ok. Ah, l'idée est sortie dans un party comme ça. Ah ouais? Autour d'une bière. Puis, et voilà. Il y a des gens qui vont pas juste parler, il y a des gens qui font ce qu'ils disent aussi. Là. Les « Ah, ça serait le fun, ça serait le fun, ah, ça serait fou ». Mais finalement, ça tombe à l'eau, mais là, on l'a fait. Voilà, on est sur le fleuve. Autant qu'on voit beaucoup de monde en faire, tout ça, puis je me dis, pourquoi pas moi? Puis ça vient aussi de, en magasinant un moment donné, tu regardes les prix, puis tu dis, ah, crime, finalement, c'est pas si cher que ça, pourquoi pas, là? Ouais. Tu sais, que quelqu'un qui sait pas nécessairement se dit, ah, c'est hors de prix, c'est hors de prix. Mais en regardant un petit peu le marché, tu te dis, pourquoi pas moi? On est loin, là. On verra pas l'île par rapport. J'ai fait pas mal d'activités, tu sais. La plongée, tout, du vélo, du pétannasse, tout ce que tu peux imaginer, tu sais, du bungee, du parachute, du go, du paraski, toutes les affaires de fun. J'avais jamais fait de voile. Je me suis dit, crime, on va essayer ça. En plus, on peut partir en voyage avec un bateau. Ça coûte moins cher faire de la voile dans le lac Saint-Louis. Hein? Ben, pas vraiment, là. Non? Non. Ben, ici, ça coûte rien, là. Ouais. J'avais 40 ans quand j'ai fait de la voile pour la première fois. J'avais, disons, 43 ans quand j'ai décidé que je voulais faire autre chose que ce que je faisais. Les petits commerces ne m'apportaient pas la satisfaction que j'avais déjà eue. Je sentais que j'avais besoin de faire autre chose. J'avais un voilier, quoi de plus naturel que de décider de faire un tour du monde? Alors, il faut le décider. Il faut poser des gestes éventuellement. Et il a fallu vendre les commerces, il a fallu faire ce qu'il fallait pour pouvoir se libérer. Puis, finalement, partir l'esprit tranquille. Pas être obligé de penser à ce qu'on a, puis s'occuper des loyers, puis s'occuper de... Il n'y avait plus rien à s'occuper. Je suis parti tout à fait libre. Ça, c'est pour dire aussi qu'il ne faut pas attendre de tout avoir avant de partir.
Parce qu'on n'a jamais tout de toute façon. Et même si on a tout ce qu'il faut se dire que dans 2 semaines après être parti, il y a quelque chose qui va briser, puis on ne l'aura plus. Il faut le réparer, il faut faire des choses. Alors, c'est juste la vie qui continue. Bien, il fallait le faire. T'sais. Il fallait le faire, de décider de construire un bateau, surtout avec le peu de moyens financiers qu'ils avaient finalement, parce que mon père a construit le bateau en allant chercher des commanditaires partout. À une époque où les commanditaires ne se faisaient pas trop approcher justement pour financer des projets de bateau. Moi, quand je repense à ça, maintenant, avec mes yeux d'adulte, je me dis, c'était fou. Il était complètement fou. Il fallait vraiment, tu sais, pas avoir peur. Il fallait vraiment foncer, puis juste se dire que, bon, ben, on veut faire ça, mais let's go, on y va, puis un jour à la fois. Là. Quand il y avait quelque chose dans la tête, il y croyait, là, même si c'était fou, même si tout le monde pouvait dire, t'es malade, mais là, 4 enfants sur un bateau, mais t'as pas d'argent, puis comment tu vas faire? Mon père, il était comme ça. Maintenant, il y a des. Puis parce qu'ils n'avaient pas d'argent, c'est dans ce sens-là que je dis que ça prenait de la folie, ça prenait. Il fallait vraiment y croire. En fait, c'est une question de besoin, moi, je pense, finalement. Plus que de rêve ou de folie ou de besoin. Si tu as besoin de ça, tu vas le faire. Voilà, c'est simple comme ça. Puis c'est plus ou moins, si tu as plus ou moins besoin de le faire, que tu vas y réussir ou non. Parce que n'importe qui est capable de le faire s'il a assez besoin de le faire. Ben, il y a un grand animateur, c'est Georges Leblanc, hein, parce que c'était un type tellement simple, il s'est mis à la voile sur le tard. Hein, c'est un gars qui a commencé à faire de la plomberie à 14 ans, il n'y a rien qui le préparait à traverser l'Atlantique en solitaire. Mais... Moi j'ai rencontré ce gars-là à Rimouski, on faisait une régate, je l'avais emmené au lof sur un bateau, là, je l'avais sorti comme ça, puis il est venu me rencontrer sur le quai, tout souriant. C'était un gentleman, Georges Leblanc, c'était un type super sympathique. Et ma première rencontre avec lui, c'était qu'au lieu de venir m'engueuler sur le quai, il est venu me serrer la main, c'est que ça plantait le décor. C'est vraiment un type attachant. Puis il s'est fait lui-même, hein, il s'est débrouillé à apprendre le métier de la navigation au large à sa manière. Tu sais, c'est un self-made man. Les gens de mon milieu me disaient « Tu peux pas aller là, t'es pas assez bon, t'es pas skipper, t'es pas un grand skipper ». J'ai passé outre, j'ai dit je pense que qu'on soit n'importe quelle nationalité, on ne vient pas navigateur, coureur océanique en venant au monde. On veut le faire, on se forme. Je pense que dans la vie, peu importe le sport ou la discipline, si on a envie de faire quelque chose et on veut le faire, bien le faire, il y a moyen. Il faut se former. Si on joue du violon, il va falloir pratiquer des années avant d'être bon. Si on fait de la voile, bien, je pense qu'il va falloir faire des milliers de milles avant de dire je suis bon. Puis même à ça, je pense que c'est un milieu où l'humilité est présente. Ceux qui n'ont pas l'humilité facilement, je pense qu'ils ont beaucoup de problèmes. Puis ils sont peut-être pas capables de s'analyser objectivement. De notre côté, ça fait presque 10 jours qu'on entend un vent d'ouest. Le bulletin météo est resté accroché sur la même prédiction. On a décidé de partir vers le sud, vers l'île du Prince-Édouard. Les visites de l'île Bonaventure se sont mises en veilleuse, le temps que ça passe. Ça fait des belles vagues pour le surf, mais pour la plaisance, c'est un peu moins attirant. Malgré qu'au large, c'est juste un vent de 20-25 nœuds, constant. C'est rien de bien dangereux. Juste que quand la houle frappe la côte, ça lève, ça déferle. Mais il suffit de traverser ça. Et un coup de l'autre côté, c'est moins pire. Bon, ok, ça brosse un peu. Mais vous savez, il y a des histoires de vagues. Oh! Oh! Mais je m'embarquerai pas là-dedans. Les voiles sont levées. La côte est déjà loin. 130 000 nautiques devant nous. On se fait brasser tranquillement, dans une ambiance plutôt grise et pluvieuse. On rêve de sortir de ce nuage sans fin. Mais l'horizon est beau entre chaque creux de vague. On plane silencieusement, chacun à sa façon. Je me suis fait assis là pour repérer avec la pluie. Puis à la vague, j'ai un peu plus de misère parce qu'elle n'est pas toujours pareille. Hein?
une référence à un moment donné. Ouais, c'est ça. La nuit tombe, notre repère devient la flèche du GPS, qui nous guide jusqu'au matin, jusqu'à Summerside, où on s'arrête pour faire une courte escale. On est accueillis par le fameux comité d'accueil des Maritimes. Je peux vous dire qu'ils sont nombreux à venir à notre rencontre. On repart le lendemain en direction de Charlottetown. De retour avec un vent de face, on traverse le pont de la Confédération au moteur. Mais le vent se lève de plus en plus, jusqu'au moment où le moteur est plus assez fort pour nous faire avancer contre le vent et les vagues. Ça va plus vite de zigzaguer à voile, même si ça brasse un peu plus, que de continuer au moteur. On a pris la décision de continuer au près, à remonter le vent. Ça marche. Manœuvre après manœuvre, virement après virement, on progresse bien. C'est sûr, c'est un peu de sport, mais ça fait du bien de temps en temps. Ça remet les choses à leur place. Choquer, ça veut dire de donner du mou à une voile. Dans ce cas-là, c'est que le vent augmentait de plus en plus. Ça commençait à devenir un peu tendu. L'orage nous a rattrapés par en arrière. On se rapproche de la côte. Faut virer. Là, mon rôle, c'est de m'assurer que la corde ne prenne pas dans la cheminée. Pas évident. On voit à peu près rien, puis j'arrive à peine à me tenir. En plus de l'orage, on se retrouve en plein milieu d'un champ de bouée de pêche qu'on essaye d'éviter de justesse. Ça commence à être vraiment hallucinant. La pluie est tellement forte qu'elle aplatit les vagues. Mais l'orage finit par passer. Puis on arrive sain et sauf à bon port. On arrive à Charlottetown, comme des extraterrestres habillés en esquimaux, quand il fait 25 degrés dehors. Puis en plus de ça, au milieu d'un show de Simple Plan. Je pense que le moment où j'ai eu le plus peur, pas pour
ma sécurité, mais plutôt pour mon bateau, c'est ici, dans le tunnel sud, vraiment pas loin de Québec. On s'est fait prendre dans un coup de vent de 50 nœuds. J'étais avec ma mère puis avec Eric Tabardin, on était sur Dingo. Puis le coup de vent ne devait pas être aussi fort que ça. Puis c'est rentré, la marée devait renverser, donc contre le vent. Puis c'était hallucinant, là. On a réussi à passer à travers avant que le courant renverse. Dans le fond, tant que tu es en mer, ça va. Parce qu'il n'y a rien qui peut vraiment t'arriver. C'est un bateau qui est solide, puis tu sais, je veux quand même que le ciel se déchaînerait, tu affales les voiles, puis t'attends ou tu mets la cape, puis bon. Je pense que mes souvenirs de stress, moi, ils sont reliés à la terre, quand on est ancré, puis le vent souffle. Puis le vent, si ton ancre se déprend ou si tu te mets à chasser, bien, tu te retrouves sur la côte. Je pense que c'est ça, moi, mon image, là, d'entendre le vent dans les haubans, là, puis tu peux pas dormir en général quand ça arrive parce que tu es trop stressé. Fait que là, tu vas voir une fois de temps en temps pour être sûr que tu prends tes points de repère pour voir si tu as chassé. Mais c'est vraiment ça. Puis, c'est pas besoin d'être. Il n'y a pas juste les moments de stress, c'est les moments juste désagréables. Tu sais, je veux dire, quand tu fais un temps de fou, là, puis ça brasse, puis tu as un peu mal au cœur, puis il fait pas beau, puis c'est mouillé, puis c'est le bordel dans le bateau. Puis, c'est pas du stress ou de l'angoisse, mais c'est juste genre. Hey, on a rêvé souvent, là, nous autres, pendant qu'on était sur la Flimeuse, à se faire brasser puis à se faire mouiller d'une petite ferme tranquille à la campagne avec des cochons, des poules, puis souvent, ça m'arrive encore, là, quand on est tranquille à la maison, puis ça souffle dehors, de me dire « Ah, je lève mon verre à ceux qui sont en mer. » Je suis bien contente d'être à côté de mon poêle à bois, puis de ne pas être en train de me faire secouer dehors. Ouais. En famille, sur la Flimeuse, c'est un gros bateau de 20 tonnes en acier. Puis donc, tu sens vraiment là, que tu es capable d'en prendre beaucoup plus. Le bateau, là, il reste là, il rebondit pas de vague en vague. Là. Alors que sur un bateau plus léger, plus moderne, là, les impacts avec les vagues, tu as souvent l'impression que tu vas perdre ton mât ou que le bateau va se déchirer en deux parce que les bateaux sont plats. C'est des grosses caisses de résonance en plus. Fait que sur la Flimeuse, on ne ressentait pas, sur des bateaux plus pesants de croisière, on ne ressent pas la peur de briser le matériel presque sans arrêt. Là. Alors qu'en course, tu as toute une petite pensée. Quand on est tout petit, pourquoi le bateau penche? Jusqu'où il va pencher? Est-ce qu'il va chavirer? On a plein d'images, plein de scénarios. Mais sinon, après ça, tranquillement, on s'est habitué, puis on naviguait vraiment prudemment. Mes parents ont toujours respecté la saison des cyclones, puis on a fait vraiment attention, qu'on ne s'est jamais retrouvé dans des conditions où on était complètement... On est tous sur vie, là. Mais trop souvent, le temps qui presse peut affecter nos décisions. Quand on peut se permettre de pacifier, de modifier l'itinéraire au gré du vent, on obtient des belles navigations. Cumulées une à l'autre, on peut sûrement faire le tour du monde en suivant le soleil. Comme les oiseaux, qui cherchent des meilleurs baies pour s'arrêter. On approche de notre destination finale. L'île du Cap-Breton est devant nous. Les belles conditions nous réconcilient finalement avec la nature. Et on l'apprécie pleinement. Enfin. Enfin, le bateau avance à une bonne vitesse. On est confortable. Au grand largue. C'est enfin l'allure des grands voyageurs. Des longues traversées. De la chaleur. Encore un petit saut jusqu'au détroit de Canso, en Nouvelle-Écosse, pour avoir l'Atlantique devant nous, avec son immensité. Puis après avoir traversé tout ce qu'on a traversé, dans le fond de notre tête, on se dit « ça doit pas être si pire que ça. Si on le faisait. » Mais c'est des pensées qui flottent dans notre tête, fait que nos rêves sont aussi beaux.
souvenir très très fort, c'est mon arrivée au Brésil, là, en solitaire après la mini-transat. Pour moi, j'avais l'impression que ça allait jamais arriver, là, parce que ça a tellement été dur d'arriver jusque-là, que là, finalement, au bout de... Ça faisait presque 20 jours que j'étais en mer tout seul, puis là, ben, t'arrives, tu t'approches de la côte, puis là, tu commences à sentir les odeurs de la terre, de la ville, puis c'est vraiment intense. Les arrivées, vraiment, là, on peut dire que c'est les plus beaux souvenirs que j'ai, de voir la petite, à l'horizon, la petite butte d'une île qui approche, là, ou le premier qui va l'apercevoir déjà, c'était des bons jeux. Fait. Là, tu arrives lentement, là, tu vas t'ancrer, là, tu vas mettre le Zodiac à l'eau, là, tu vas t'en aller à la terre, là, tu vas découvrir un endroit. C'est ça, là, je veux dire, il n'y a rien. Il n'y a pas beaucoup de choses qui battent ça pour moi. Entre partir découvrir et rester, entre les histoires et la réalité, il y a des marins qui passent leur temps à rêver ou à se préparer pour un autre voyage. Petit ou grand, sur mer ou sur terre. Moi, je pense qu'il faut juste continuer son rêve. Le temps, pour certaines personnes, n'a pas la valeur et n'a pas la signification qu'elle a pour des gens comme la plupart de nous, qui vivons avec une montre, avec un calendrier, avec des normes, puis il faut que tout marche à la seconde. C'est pas comme ça il y a bien des gens dans le monde qui vivent absolument pas avec ça. Alors, le temps, on apprend à s'en détacher quand on commence un voyage comme ça. Et une des difficultés quand on finit un voyage comme ça, c'est de se rembarquer dans le système. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que le monde entier pense comme nous. Alors, il faut se réadapter. Alors, j'ai dû faire ça quand j'ai fini mon voyage. Ça a été difficile par moments d'ailleurs. Mais on s'y adapte. Et puis, bientôt, je vais pouvoir enlever ma montre et peut-être oublier le calendrier. On ne sait pas.